Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et nous vous en remercions. Cette année encore, vous allez découvrir de nouveaux secteurs économiques porteurs, de nouvelles tendances de consommation et de nouvelles success stories entrepreneuriales, le tout sur notre merveilleux continent, l'Afrique. Pour ce numéro de rentrée, je vous propose de revenir sur un événement sportif qui a passionné des millions de personnes en Côte d'Ivoire et bien au-delà, la CAN 2023, un événement qui a été un succès. La CAN 2023, c'est une moyenne de 2 buts par match, une moyenne de plus de 20 000 spectateurs en tribune par match, 17 sponsors, soit plus de 50% par rapport à la dernière CAN, plus de 110 partenaires télé, la digitalisation des billets pour la première fois. Au sommaire ce soir, retour sur la CAN 2023 marquée par la victoire héroïque des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous étions au cœur des fan zones pour suivre les différents matchs de la compétition. Des lieux stratégiques pour les supporters en quête de sensations, mais aussi pour les sponsors en quête de visibilité. Puis notre second reportage, vous allez y découvrir le quotidien d'un grand hôtel en période de CAN entre les supporters de tout le continent qu'il faut accueillir et surtout les joueurs qu'il faut bichonner. Rien ne doit être laissé au hasard. Vous avez suivi la CAN 2023 et vous avez forcément vibré au rythme des matchs des éléphants, que ce soit dans les 6 stades de la compétition, à la maison, dans des maquis ou encore dans les fan zones mises en place pendant l'événement à travers le pays. Nous sommes partis en immersion dans 2 d'entre elles, à Abidjan, pour mieux comprendre leur fonctionnement. Fan zone entre liesse et business, un reportage de Jeanne Hutin et Romane Émilie Kofi. Pour vivre intensément la Coupe d'Afrique des Nations, il faut trouver l'endroit parfait pour regarder le match. Certains choisissent des fan zones. Dans ces espaces, de grands écrans diffusent gratuitement les matchs de la CAN. Pendant 1 mois, les supporters ont vibré, avec parfois des grands moments de joie et d'autres moments de grande tristesse. C'est l'ascenseur émotionnel propre aux grandes compétitions. Dans ces espaces, il est possible de boire une bière, tout en profitant d'un moment convivial. Le coin intéressant, chic, j'ai aimé le coin bien classe, chic. C'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de découragement chez nous, c'est jamais. Il y a de la joie, il y a l'ambiance, voilà. Mais on sait qu'on va gagner la CAN. Il y a des Nigériens ici, on a regardé le match ensemble. Voilà, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Dans ces espaces, l'entrée est gratuite et sans obligation de consommer. Pourtant, beaucoup de choses doivent être financées. L'installation d'écrans géants, la sécurité du lieu et les infrastructures. Alors, les sponsors jouent un rôle important. Des bénévoles sont aussi présents pendant toute la durée de la CAN. Pour mieux comprendre ce fonctionnement, nous sommes partis en immersion dans 2 fan zones différentes, à Koumassi et Port-Boué. Dans le quartier de Koumassi, à Abidjan, ce sont les derniers préparatifs dans la fan zone officielle. Dans 2 jours, le coup d'envoi de la CAN aura lieu et tout doit être parfait. Entre 5 000 et 10 000 personnes sont attendues devant la scène pour regarder le match. Les barrières sont donc un élément essentiel pour assurer la sécurité des visiteurs. Le responsable de l'entreprise d'événementiel, en charge de cette fan zone, vérifie l'avancement de l'installation. Elle vient juste d'être déposée, il va y avoir un barriérage très précis qui respecte aussi des normes de sécurité avec une distance très précise de la scène en cas de mouvement de foule parce qu'on attend, comme je vous l'ai dit, beaucoup de monde. Donc oui, le barriérage va être effectué et sera contrôlé par les services de gendarmerie et de police qui assureront la sécurisation du site. La scène, avec ses écrans géants, est l'endroit le plus important d'une fan zone. Alors, l'entreprise d'événementiel y a accordé beaucoup d'attention. Messieurs, ça va ? On a deux grands écrans LED de 24 mètres carrés pour être précis, qui ont été installés. Ici, la contrainte, c'est le vent.
Donc il y a un vrai facteur à prendre en compte. Et en plus, on a un problème d'ouverture, parce qu'ici, on est installé normalement sur un terrain de foot. Ici, c'est un terrain de foot. Donc vous voyez l'ouverture du terrain qui est immense. Et donc il faut une visibilité, du moins autant que possible, optimale pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a choisi 2 écrans latéraux avec un espace scénique au milieu, afin qu'une personne qui soit excentrée sur les côtés puisse quand même avoir accès au match. Sur l'enveloppe globale, la partie technique est environ à 30 à 40%. C'est vraiment un des postes les plus importants. Pour financer ce budget, cela passe par des sponsors, qui en échange de leur financement, veulent être le plus visible possible. Il faut absolument que vous l'attendez au maximum. Je sais qu'elle est contrainte de vent, mais il faut la centrer et que vous l'attendez au maximum. C'est hyper important parce que là, de l'autre côté, le visuel il est très important. D'accord. Merci chef. C'est les sponsors officiels de la compétition. Donc vous allez pouvoir avoir les logos. Et ça, c'est la charte graphique à respecter qui vous a été envoyée par le COCAN et la CAF. Il faut qu'on respecte scrupuleusement ce qui a été demandé. 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10. Pas 9,5, mais c'est monsieur 10 sur 10. Donc ça va aller. Allez mon frère, vas-y. On est ensemble. Avec une entrée totalement gratuite, c'est donc en partie grâce aux sponsors que ces événements sont financés. Dans la fan zone de Port-Bouët, c'est le cas de Decathlon. Cette marque d'équipement de sport a installé un stand de vente au cœur du village Cannes. Pour être présent, les entreprises doivent accepter le budget demandé par la fan zone. Nous avons, comme je l'ai dit, reçu la demande et comme budget, ça sera un truc de 5 millions comme ça, un truc de 5 millions. Mais on a associé notre image pas avec en espèces directement, mais nous avons eu à faire beaucoup d'échanges de services, d'échanges de matériel et tout, qui valent ce montant-là. Decathlon espère vendre une partie de son équipement. Ok, code à sauter, 1500, pas du tout cher. Ballon de Côte d'Ivoire pour décoration, même si vous ne faites pas le foot. Mais propose aussi des activités gratuites, car c'est une manière de se faire connaître. On espère avoir un retour sur investissement de ce qu'on a investi bien sûr sur l'événement. Et même si ce n'est pas forcément un chiffre d'affaires, également en notoriété. Avoir plus de personnes qui nous connaissent, drainer plus de monde dans notre magasin. Ici, à Port-Bouët, le budget total du fonctionnement du village Cannes est entre 200 et 250 millions de francs CFA. Un montant financé à 60% par les sponsors. Afin de mieux comprendre le budget de fonctionnement, nous retrouvons Brice Yameogo, le directeur financier de l'Agora. Il est confiant sur le déroulé de la CAN. C'est bien parti parce qu'on voit qu'au match de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus d'engouement. Mais pour les autres matchs, on est en train de trouver des concepts tels que des concerts, tels que des rencontres, des échanges. Plus il y a du monde, plus les gens consomment et plus on a des sponsors qui demandent à venir. Même s'il reconnaît que certaines choses ont manqué lors de la planification et coûtent cher maintenant que l'événement est lancé. Il y a beaucoup d'imprévus, tels que, je peux citer entre autres les groupes électrogènes. Pour l'électricité qu'on a mal, on a mal jaugé, on n'a pas su maîtriser les coûts. Donc vous voyez, dès que tu prends un groupe électrogène, en plus de la location du groupe électrogène, tu as le carburant à dépenser et c'est pratiquement 300 litres de carburant chaque jour. C'est vraiment énorme. Alors que le match de la Côte d'Ivoire commence dans quelques heures, c'est le moment du briefing de sécurité. Le directeur de l'Agora fait le point sur les différents endroits à sécuriser sur la zone qui fait plus de 5 hectares. Aujourd'hui, c'est un grand moment, c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Et quand la Côte d'Ivoire joue, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est réveillée. Donc nous avons 5 périmètres de sécurité sur lesquels nous allons intervenir. Nous aurons un accès piéton et un accès véhicule, où là seront concentrées nos forces. Vous aurez aussi ce qu'on appelle le troisième périmètre de sécurité, la brigade fluviale. C'est eux qui vont gérer tout ce qui est bordure de mer, éviter que les gens aillent se baigner. L'objectif sera de sécuriser la Seine. Donc on aura un nombre important pour sécuriser la Seine, un nombre important pour sécuriser après la Seine, c'est-à-dire derrière la Seine. Pour assurer la sécurité du lieu, l'organisation a dû prévoir un budget important pour financer tout le personnel rattaché à ce service. La sécurité représente un budget qui va au-delà de près de 50%. Parce qu'elle est beaucoup maximale pour nous un peu. Parce que là, vous avez plusieurs forces qui interviennent. Vous avez la gendarmerie, vous avez la police nationale, la police municipale, la brigade fluviale.
la sécurité privée, les bénévoles, donc c'est du monde. Donc ces personnes, il faut les entretenir. Ces personnes-là aussi, s'ils sont motivés, le travail se passe aussi très bien. Donc derrière, pour nous, c'est là où on met le maximum de budget. Parce que sans sécurité, vous n'avez pas de village calme. Sur le terrain, les différentes forces de sécurité fouillent les personnes avant de les laisser entrer et tentent de contenir la foule. Une fois à l'intérieur, les agents régulent l'affluence. Plus de 10 000 personnes sont présentes pour assister au match de la Côte d'Ivoire. Très vite, l'espace est rempli par les clients. Et le coup d'envoi du match est donné. Une fois le match terminé, la soirée continue en musique et en danse. Quelques jours plus tard, direction Koumassi, où se trouve la fan zone officielle gérée par le COCAN. Ici, en plus des forces de sécurité, des bénévoles sont présents pour aider à réguler le flux de personnes. Serge est responsable des bénévoles et se rend régulièrement à l'entrée de la fan zone pour vérifier que tout se passe bien. Alors déjà pour aujourd'hui, nous avons 5 checkpoints pour qu'il y ait la fluidité au niveau des entrées. Les bénévoles doivent placer des bracelets au poignet de chaque visiteur qui entre dans la zone. Au niveau du stock, c'est bon? Il faut encore approvisionner encore? D'accord, donc on va vous approvisionner rapidement pour éviter qu'il y ait un attroupement ici. L'aide des bénévoles est précieuse face au nombre de personnes venues assister au match. À Koumassi, 90 personnes se sont portées volontaires pour aider l'organisation de la fan zone. Très content. C'est tellement passionnant que chaque jour, nous avons de la passion en faisant ça. Voilà, c'est intéressant. Vous voyez, quand vous travaillez pour votre pays, il n'y a rien de plus meilleur que ça en fait. Un espace restauration a aussi été prévu au sein de la fan zone. Sur ce stand de nourriture, l'équipe s'active pour préparer les commandes avant l'arrivée des clients. Le fromage. Une feuille de fromage, s'il te plaît. Je crois que c'est bon. Pour être présent dans cette fan zone pendant un mois, l'entrepreneur a dû débourser 1 million de francs CFA pour la location de l'emplacement. Mais pour l'instant, il y a peu de monde sur place. Elle attend un retour sur son investissement. Dès le départ, j'avais visé, on va dire, le double de l'investissement de base. Sauf que sur le terrain, vous-même vous pouvez constater, il est 13 h, je crois, et il n'y a personne. Donc c'est à peu près ça, le quotidien aujourd'hui. On n'a pas encore atteint en fait les promesses du comité, enfin de l'organisme qui nous entretient ici. Et donc c'est un peu problématique parce que à côté de ça, on a des charges et en plus de ça, on a des objectifs financiers. Donc on est vraiment dans une situation assez compliquée. Voilà. Le business est plus intéressant pour ceux qui n'ont pas alloué d'emplacement pour l'événement. Ce maquis vend des boissons à l'entrée de l'Agora. Pour eux, le constat est plutôt positif. Dans la journée, quand je vends, je vais gagner 300 000, 400 000. Le début de la CAN, bon, c'est un peu lent, mais quand le match commence, c'est le jour de la Côte d'Ivoire, les gens viennent, bon, je gagne un peu, c'est pas trop, mais je gagne un peu. Même s'il a fallu s'adapter pour assurer la sécurité des clients et du personnel. Je préfère la canette plus que l'année passée, j'avais les bouteilles, les gens ils ont blessé les gens avec ça. Nous-mêmes, on avait suivi ça. Voilà, donc cette année, on prend la canette. Quand le client prend la canette, il n'y a pas de souci. Les bières sont au frais, le match peut débuter. Et quelques heures plus tard, le maquis est rempli. Dans la fan zone de Koumassi, l'ambiance est assurée. Au final, le bilan des différentes fan zones mises en place pendant la CAN est positif. Pas d'incident de sécurité et une affluence importante les jours de match des éléphants.
Retour en plateau, oui, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est du divertissement, mais pas que, c'est aussi du business. Et on en parle ce soir avec nos invités. Guy-Stéphane Guédé, chef projet Fanzone et village Aquaba au niveau du COCAN. Avec lui, Lanciné Bakayoko, journaliste économique à la RTI, et Nadège Kwame, directrice des ressources humaines chez Decathlon Côte d'Ivoire. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là dans Made in Africa ce soir. Première question pour vous, Lanciné Bakayoko. En 2 mots, qu'est-ce que vous avez retenu de la définition d'une fan zone? Je retiens qu'une fan zone, ce sont des espaces qui ont été recommandés ou bien si vous voulez mis en place par le COCAN, c'est-à-dire la CAF, et qui est régulé, qui est alimenté par des animations qui sont aussi contrôlées par le COCAN. Parce que les sponsors, ce sont ces sponsors qui financent l'espace et qui financent aussi l'animation qui se passe là-bas. En général, il y a certains produits qui sont offerts gratuitement et il y a d'autres produits qui sont peut-être à des prix assez raisonnables. Ouais. Alors, c'est un concept qui est nouveau, normalement. Oui, pas nécessairement nouveau, mais en tout cas, elle était un peu expérimentale en Côte d'Ivoire. Guy-Stéphane Guédé, alors, est-ce que dans les autres CAN, le concept de fan zone était utilisé et appliqué? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'une des innovations de cette compétition. Et d'ailleurs, c'est ce qui a contribué à faire de cette CAN-là la meilleure des CAN. Vous avez géré en tout 6 fan zones? Oui, 6 fan zones, donc espace officiel de retransmission. Mais nous avons aussi eu à gérer la supervision des villages Aquaba. Nous en avons eu en tout 244. Donc 244 villages Aquaba sur l'ensemble du territoire, que nous avons dû superviser et nous assurer que les choses étaient faites selon les normes. Alors, les fan zones, dans tous les cas, c'est un moyen pour les fans de football de réussir à suivre le match en dehors des stades. C'est aussi une opportunité business, ça c'est clair. Question pour vous, Nadège Kwame. Est-ce que c'était une évidence qu'une enseigne comme vous, Decathlon, soit présente sur un village CAN? Dans ce cadre-là, c'est très évident que nous, en tant qu'entreprise de sport qui voulons rendre accessible le sport aux Ivoiriens, nous souhaitons les faire bouger à travers la pratique sportive. C'est normal que nous soyons présents à ce moment-là. On parle d'économie, mais on parle aussi de valeurs humaines, de partage, de recherche, d'enjaillement à l'ivoirienne. C'est-à-dire que c'est des endroits où nous, en tant qu'entreprise et en tant que sportifs, on a envie d'être. Parce que c'est en ce moment-là que tu rencontres des Ivoiriens, tu découvres les pratiques sportives. Et puis, on parle d'un sport qui est l'un des plus vendus chez Decathlon. Et en plus, c'est l'un des premiers sports en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y avait pas moyen que nous, en tant qu'entreprise sportive, on ne soit pas présents. Vous avez fait quoi concrètement et qu'est-ce que ça vous a rapporté? Concrètement, on va dire avant la CAN, la vente de maillots. Donc, ça fait qu'il y a eu beaucoup d'affluence dans nos différents magasins et ça a aussi généré du chiffre d'affaires. Sur le terrain, dans les fan zones, c'est vraiment fait découvrir Decathlon aux différentes populations de la Côte d'Ivoire, permettre à ce qu'ils découvrent les sports qui sont chez nous. Il n'y a pas que le football, mais leur permettre aussi de tester nos produits parce qu'on a de beaux produits et qui sont aussi accessibles à la population. Donc, ce n'est pas une entreprise exclusivement là pour les plus nantis, mais aussi avec des codes associés à 1500, tu vois, ça permet à l'Ivoirien de pouvoir faire son... Concrètement, est-ce qu'il y a eu un lien direct entre votre présence sur les fan zones ou village CAN et puis votre chiffre d'affaires pendant cette période? Pendant cette période, économiquement parlant, si on parle en court terme, voilà, non. Parce que tout le monde était focus sur les matchs, tout le monde était focus sur l'objectif que la Côte d'Ivoire gagne la finale. Donc pendant cette période-là, non. Par contre, nous savons que sur le long terme, ça va nous ramener de futurs clients, ça nous permet aussi pour le futur d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et aussi la notoriété. Alors, petite question, est-ce que vous pensez, Lanciné Bakayoko, qu'on a eu ou qu'on aura des retombées économiques claires? Oui, évidemment, on aura d'autant de retombées économiques claires que la Côte d'Ivoire a remporté la compétition. Parce que cette dynamique de victoire-là permet aux gens aujourd'hui de continuer à aller s'offrir des marques comme celle de Mme Kwame. Et puis, sur d'autres produits connexes qui peuvent aujourd'hui permettre à la Côte d'Ivoire de continuer de savourer cette victoire. Ouais. Petite question pour elle sur ça. Est-ce que vous confirmez qu'après la CAN, vous avez toujours de l'affluence pour des personnes qui demandent des produits qui étaient préparés pour la CAN? Oui. Concrètement, oui. Oui, pour la CAN, mais on n'en a plus, malheureusement. D'accord. Est-ce que vous sentez que vous avez quand même souffert potentiellement des cas de contrefaçon?
Nous, particulièrement pas. Okay. Ce qui est bien, c'est que les Ivoiriens, ils aiment les belles choses. Donc, nous, les maillots officiels qu'on a eus, on les a vendus comme des petits pains. Donc, ils n'étaient pas encore arrivés en rayon qui étaient déjà finis. Et en plus, les maillots de Côte d'Ivoire que nous, on a fabriqués uniquement pour la Côte d'Ivoire, on a pu les vendre ici en interne, mais aussi dans d'autres pays comme la Tunisie ou le Maroc, où il y avait des produits uniquement que Decathlon a fabriqués pour Decathlon Côte d'Ivoire. Donc ça nous a permis à ce niveau-là de pouvoir bien gérer. Donc on n'a pas eu de problème de contrefaçon. Et après tout, les Ivoiriens, ils voulaient avoir de beaux maillots et surtout avoir le maillot original, quoi. Concrètement, est-ce qu'il y a des business qui sont nés par rapport à la CAN? Moi, j'ai vu des jeunes gens qui ont décidé de produire des prospectus sur les différents stades. Ils ont fait ça juste à l'occasion de la CAN, qu'ils ont vendu là où ils pouvaient. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres activités comme ça qui sont nées ex nihilo autour de la CAN? Bien sûr, il y a des activités qui sont nées autour de la CAN, qui sont en dehors des activités classiques comme la vente des maillots ou des ventes des gadgets. Par exemple, il y a le flocage des maillots, par exemple, qui était une activité qui avait pignon sur rue dans cette compétition. Il y a d'autres activités comme la restauration, la vente de gadgets, de bracelets, de choses un peu utilitaires qui sont venues se greffer à cette CAN. Donc, il est évident qu'il y a eu des activités connexes, des activités annexes qui ont permis aujourd'hui à beaucoup de populations, à des populations même qui n'espéraient même pas ou qui n'étaient même pas, si vous voulez, dans le starting block de cette compétition, qui leur ont permis, des opportunistes, d'avoir aujourd'hui un peu d'argent pour pouvoir se dépanner. Donc, je pense que la CAN, certes, va permettre à des gens d'avoir de l'argent, mais ça va aussi créer de la vocation pour l'ensemble de la population. Alors, Guy-Stéphane Guédé, les fan zones, c'est un engagement aussi qu'on prend. On se dit, tout à l'heure, on le suivait dans le reportage, on s'attend à peu près à 5 000 ou 10 000 personnes qui viendraient. Mais on a vu une chef d'entreprise qui est dans la restauration se plaindre de l'affluence. Donc, on fait le bilan, surtout les leçons apprises de la gestion des fan zones. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en fait? Est-ce que finalement, les promesses en matière d'affluence et de fréquentation ont été tenues? D'accord, donc à la fin de la compétition, si nous devons nous asseoir sur un bilan, pour faire un bilan, on peut dire oui. Ce qu'on a constaté, par contre, c'est qu'en termes d'affluence, la population était plus apte à venir sur les fan zones et villages CAN pendant les jours de compétition de match des éléphants. On l'a constaté et c'est des choses qu'on a anticipées. Donc on a vu que la population était plus apte à assister à ce genre de match-là, mais pour les autres matchs, il n'y avait pratiquement personne. Donc, je prends à titre d'exemple, pour un match de la Côte d'Ivoire, par exemple, on pouvait avoir autour de 6 000 à 7 000 personnes en moyenne sur chaque fan zone. Mais pendant les matchs d'autres pays, on pouvait se retrouver autour de 2 000 à 1 000 personnes souvent. Donc, c'est des constats qu'on fait. Maintenant, sur le long terme, donc, certes, en début d'activité, surtout pendant les phases de poule, c'était assez compliqué. Donc, au fur et à mesure qu'on est rentré dans les phases de matchs éliminatoires, 8e de finale, quart de finale et consorts, c'est rythme que c'était des matchs assez importants. Donc, ils commençaient à intéresser les supporters. Donc, au fur et à mesure, on a commencé à monter en puissance jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la finale. Alors, finalement, vos partenaires, ils ont été satisfaits finalement, en général? Oui, j'ai pu dire oui en général. J'ai pu dire oui en général, mais en même temps, comme l'a dit notre soeur à côté, on avait aussi différents objectifs. Il y a l'objectif aussi à long terme. Certains étaient là pour gagner en notoriété, pour gagner en visibilité. Donc, ils avaient un objectif, non pas à court terme, mais plutôt à long terme. Donc, si nous on fait une base, une moyenne, on peut dire que dans l'ensemble, quand même, la majorité était satisfaite. Alors, on va terminer cette conversation dans quelques minutes. Petite question pour vous. On a entendu parler de 50 millions de primes, 50 millions en biens immobiliers pour les joueurs et les staffs techniques. Lansiné Bakayoko, comment est-ce que ces primes ont été accueillies par la population? Polémique, pas polémique? À mon avis, mérité? Je n'ai entendu de polémiques liées à ces sommes énormes pour la population ivoirienne nulle part, puisque ça dit que la victoire a permis à la Côte d'Ivoire d'oublier quasiment toutes les questions temporelles que nous vivons dans le pays. Et les Ivoiriens, dans la grande majorité, ont pensé que ces primes-là étaient méritées. D'ailleurs, ce n'était pas une première. Même en 1992, ces joueurs-là ont bénéficié des mêmes commodités. Et en 2015, où la Coupe a été remportée à Malabo,
les mêmes joueurs ont effectivement bénéficié. Donc, si vous voulez, c'est une question de routine à laquelle les Ivoiriens sont habitués. Ne pas chuter le mérite, et vous allez peut-être confirmer, Guy-Stéphane Guédé, finalement, dans le reportage, comme on l'a vu, les foules étaient en liesse, en train de célébrer chaque but. Est-ce que finalement, c'est ça qu'on gagne? Un des bénéfices de la CAN, c'est la cohésion sociale. Oui, je le dis, sans doute, c'est la cohésion sociale. Et quand on regarde le visage des personnes qui viennent sur les fan zones, la joie qu'on lit sur ces visages-là, et quand on voit au soir de la victoire des éléphants, on se dit, on a reçu notre mission. On a vu ce que ça a donné. Moi, j'étais à San Pedro pour le match qui a permis au Maroc de qualifier la Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu ce qui s'est passé dans les rues. Tu t'assois, tu regardes, tu dis, mais attends, juste pour le football, c'est extraordinaire. Et c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse tirer de cette organisation. Merci infiniment Guy-Stéphane, Nadège Kwame, merci à vous aussi Lanside Bakayoko. Alors on l'a vu, on a vibré dans les fan zones lors des matchs de la CAN, mais l'effervescence était partout lors de la compétition, notamment dans les hôtels où les supporters se sont parfois mêlés aux joueurs de certaines grandes équipes, avec ces joueurs internationaux habitués à un service aux petits oignons, pas de droit à l'erreur, notamment en cuisine, où les chefs se sont attelés à préparer les plats les plus diététiques possibles. Cannes 2023, immersion dans un grand hôtel, un reportage de Samuel Bernard et Oscar Noël Sangan. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le football est partout, y compris dans les plus grands hôtels. À l'hôtel Pullman, dans le quartier du Plateau à Abidjan, on prépare un événement, pas comme les autres. À 20 h, c'est le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est la Côte d'Ivoire qui va jouer. Alors pour le public, il fallait soutenir son équipe dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous de suivre la CAN. La première fois que c'est passé, c'était en 84. Moi, personnellement, je n'étais pas né et il fallait que je vienne dans un cadre convivial, suivre ça avec la famille. Et aujourd'hui, c'est une très grande fierté d'être là et de suivre que les éléphants jouent comme on le voulait en fait. Voilà. Pour accéder à cet espace, les clients venus des 4 coins d'Afrique ont payé 25 000 francs CFA la place, qui leur donne droit à une planche de grill et une boisson. Ces projections de match, un business juteux et un rendez-vous que cet hôtel ne pouvait pas manquer. Nous sommes spécialistes d'événements, notamment les grands événements. Donc on a eu dès le début des appels téléphoniques pour réserver. Avant même qu'on ne crée le package, nous avons eu des clients qui nous ont appelés pour nous demander si on faisait quelque chose, si on diffusait le match et quels seraient les packages qu'on offrirait pour cet événement. Ce match d'ouverture est le premier d'une longue série qui durera pendant toute la CAN. Aujourd'hui, il faudra donc observer les moindres défauts d'organisation pour les prochains épisodes. Tout à fait, il y aura sûrement des événements ou des choses qu'on découvrira lors de cette première session, lors de ce premier match, ce qui nous permettra d'anticiper sur les autres matchs et ce qui nous permettra éventuellement d'améliorer. Situé en plein cœur du quartier d'affaires du Plateau et à quelques centaines de mètres du stade Houphouët-Boigny, pendant les 4 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, l'hôtel Pullman va se transformer en véritable temple du football. Avec de nombreux défis, organiser des projections dans une ambiance exclusive, offrir un service hôtelier de qualité malgré la haute fréquentation, mais surtout accueillir 2 équipes nationales durant toute la compétition. Made in Africa vous emmène dans une plongée en immersion dans les coulisses d'un hôtel au cœur de la CAN. « 10 h du matin dans les bureaux du Pullman d'Abidjan. Après une première soirée de lancement, le directeur général rassemble tous les chefs d'équipe pour organiser la suite de la CAN. Ok, très bien, donc vous le savez, on est en pleine CAN, c'est l'événement majeur du pays, c'est l'événement majeur pour nous aussi. Soyons bons comme on l'a été jusque-là en termes d'hébergement, faisons très attention à l'accueil des équipes. En plus d'inviter le public à regarder les matchs, l'hôtel accueille 2 équipes nationales,
le Ghana et le Nigeria. Un défi en termes de sécurité et de qualité de service, aussi parce que l'hôtel affiche quasiment complet. C'est plutôt une période spéciale, c'est une période de forte activité, de haute activité. On en a connu quelques-unes en 2023, mais celle-là particulièrement forte. Et c'est un événement majeur dans le monde. Donc effectivement, les hôtels sont pleins et c'est un moment d'activité, je crois, l'un des plus importants que les hôtels aient connu depuis quelques années là. Pour relever un pareil défi, tous les services ont été renforcés. Sécurité, service en salle, cuisine, sans oublier une activité plus discrète et pourtant sans doute l'une des plus importantes. Avec ses 265 chambres, le Pullman se doit de conserver une propreté irréprochable, même lorsque la fréquentation bat son plein. Alors, le secret de sa réussite, c'est une équipe de nettoyage, organisée comme une armée d'élite. Dans cette suite VIP, un client doit arriver dans à peine 1 heure. Pour cette suite supérieure, les tarifs atteignent les 335 000 francs CFA la nuit. Une prestation de qualité où tout doit être nettoyé parfaitement et ce jusque dans les moindres recoins. Les vitres, sous le lit, les toilettes, mais aussi la salle de bain où les peignoirs et autres serviettes sont rangés avec précision. Dans les suites, on a 3 draps de bain. On pose les draps de bain juste à côté de la douchette, les éponges, ensuite le tapis, puis les peignoirs. On pose les chaussons sur les peignoirs. Une fois le nettoyage terminé, la responsable du service ménage vient elle aussi jeter son propre regard. Bonjour, Estelle, vous êtes là? Vous avez fini? Elle vérifie à son tour qu'aucun recoin n'a été oublié, comme en haut de cette commode. Donc là, j'ai vu un peu de poussière. Tu peux repasser là, s'il te plaît. Après, il faut dire que la hauteur aussi. Cette routine, qui prend entre une demi-heure et 45 minutes, doit être effectuée pour chacune des chambres de l'hôtel. Dans le cadre de la CAN, nous avons changé notre organisation, nous avons augmenté l'effectif. Nous étions par exemple 15 en termes de femmes de ménage et valets de chambre. Et là, nous sommes passés à peu près à 25 pour qu'il y ait 3 shifts. 3 shifts vraiment équilibrés. Le matin, l'après-midi et un shift de nuit. Un défi d'autant plus important pour les chambres où les joueurs sont installés. Nous avons des joueurs, nous hébergeons des joueurs qui, en matinée, ils sont en chambre et l'après-midi, vont à l'entraînement. Nous avons fait en sorte qu'il y ait suffisamment de staff l'après-midi pour faire ces chambres-là. Lors de cette CAN, le Pullman s'est lancé un pari fou. Accueillir non pas une, mais 2 équipes nationales en même temps. Pour chacune d'entre elles, il a fallu installer un réfectoire, des salles de conférence, mais aussi des espaces collectifs pour organiser des événements. Comme cette rencontre avec la presse organisée par le Nigeria. À la veille du premier match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, les joueurs partagent avec la presse leurs sentiments et leur état d'esprit. On est très concentré sur le match contre la Côte d'Ivoire. On sait que ça ne va pas être un match facile. On connaît la difficulté, on connaît leur jeu. On veut tout faire pour être à l'aise. Les plus grandes stars sont présentes, comme Osimhen ou l'entraîneur José Peseiro. S'assurer du bon déroulé de ce type d'événement, c'est le rôle de Michel Kwame, salarié du Pullman et responsable de l'équipe du Nigeria. Ça va bien, oui, tout se passe bien, tout le monde a son badge et tout ça. Oui. Pas d'intrus, hein. Il faut avoir l'œil, il faut bien vérifier tout ça. Oui, on est ce matin. Ceux qui n'ont pas les badges, on les remet dehors. L'objectif, protéger les joueurs de personnes n'ayant pas été accréditées. Par exemple, ce matin, il y a eu quelqu'un qui a voulu s'infiltrer, en l'occurrence un photographe qui a été carrément éjecté en fait, de la salle. Parce qu'on a comme pour consigne de sécurité stricte de ne pas forcément avoir accès aux différents joueurs et surtout d'avoir en fait accès à la salle. Donc sans badge ou sans accréditation, c'est quasi impossible en fait. La sécurité
compte aussi lorsque les équipes doivent se déplacer en ville. En quittant l'hôtel, les joueurs sont protégés par un dispositif qui mélange garde privée et service de police. Mais assurer la sécurité des joueurs n'est pas la seule mission de l'hôtel, encore faut-il aussi les nourrir. Et les joueurs suivent un régime très strict que les équipes en cuisine doivent suivre à la lettre. Direction les fourneaux, un jour où le Ghana doit jouer. Cette équipe est venue avec son propre chef cuisinier, car avant les matchs, il y a une recette qui fait très plaisir aux joueurs, le riz jollof, qui sera cuit dans cette sauce tomate. Oui, vous voyez, c'est fait avec une base de tomates. Il n'y a pas trop d'huile. C'est de la tomate pure. Mais attention, ce chef sait cuisiner pour les sportifs. Et il va nous donner son secret. Nous avons des standards très exigeants en matière de graisse. Comme ce sont des footballeurs, il faut moins de graisse. Et c'est ce que nous utilisons. C'est cette bouteille, depuis le début, de l'huile d'olive. Vous voyez, cette bouteille, elle a depuis 3 jours. Et nous l'avons utilisée pour 60 personnes. Normalement, elle devrait être bien plus vide. Mais voilà, on fait très attention. Ici, on ne fait pas de la malbouffe. Tout est diététique. Pour que l'hôtel puisse nourrir l'équipe du Ghana, du Nigeria, mais aussi la clientèle habituelle, il faut compter sur la vigilance du chef Nguessan, qui coordonne toutes les équipes. Ndoli, c'est bon? Il y a encore des prêts pour les joueurs? Et toujours, le mot d'ordre est le même. On chasse les matières grasses. Compris. S'il vous plaît, moins de gras. Compris. À tout à l'heure. Les menus, chef Nguessan les a établis directement avec les fédérations de football de chaque équipe grâce à ce document qui précise les règles à suivre en période d'entraînement ou avant les matchs. Bon, comme je vous présente ici, il y a les céréales, les pâtes, au moins 2 sortes de riz, voilà, et un peu de salade de crudité, juste ça, avant les matchs. Voilà. Pour le chef, nourrir les joueurs est une responsabilité considérable, puisque cela peut avoir un impact direct sur le résultat des matchs. Imagine-toi, les joueurs, ils sont ballonnés, les chefs, voilà, je prends un coup. Donc je fais très attention, très. Même avec l'équipe du Ghana qui a une équipe de cuisiniers, je fais tout. Je vais vers eux, je leur dis ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on ne donne pas. Non chef, on ne donne pas, voilà. C'est tout. Il ne reste qu'à servir l'équipe, où différents plats sont disposés pour que les joueurs puissent se servir librement. Un déjeuner d'avant-match d'importance que nous ne pourrons pas finir. Voilà, tous les plats sont dressés. On attend que les joueurs, ils sont là dans 30 minutes, un quart d'heure. Et puis on leur laisse tranquille pour se concentrer. C'est tout. Malheureusement pour le Ghana, le match se soldera sur une défaite. Au fur et à mesure de la CAN, l'hôtel du Pullman est tributaire des résultats de la compétition. Ainsi, les Ghanéens seront partis prématurément, tandis que les Nigérians resteront pendant toute la coupe. Et dans l'hôtel, c'est l'ambiance du football qui prime. Comme ce jour où Cameroun et Nigeria vont s'affronter, nous rencontrons des supporters des 2 équipes. Des Nigérians sûrs d'eux-mêmes. Je sais qu'on va battre le Cameroun. On va bien les battre même. On va les battre 2-0 sans difficulté. Et des Camerounais pleins d'espoir. Nous avons bougé plus tôt pour le Pullman parce qu'on voulait anticiper sur les bouchons. Mais on va partir d'ici aux alentours de 18h30, au moins une cinquantaine. Et on ne sait pas à quelle heure on va rentrer. Tout va dépendre du score. Et comment on va gagner, il se peut qu'on reste tard. Si aucun d'entre eux n'aura le plaisir de repartir avec la coupe, une chose est certaine, la CAN aura laissé des souvenirs inoubliables à l'Afrique tout entière.
Nous ont rejoint sur le plateau Jean-Luc Baguidi, directeur général du Neumotel. Avec lui, Édouard Marquet, directeur général de la maison Palmier, l'établissement qui a accueilli les éléphants pendant toute la durée de la compétition. Merci de nous rejoindre, messieurs. Alors, Jean-Luc Baguidi, question pour vous. Est-ce qu'on peut dire que la CAN 2023, justement, était l'événement sportif attendu, l'événement de la décennie pour la Côte d'Ivoire? Regard d'un hôtelier. Alors tout à fait, Stéphane. Effectivement, cet événement est un événement majeur que nous avons préparé depuis des mois et nous l'attendions vraiment avec une certaine ferveur parce qu'il s'agissait de vivre des moments exceptionnels et de faire vivre des moments particuliers à nos clients. Tout à l'heure, on écoutait le directeur général de l'établissement, le Pullman, qui disait que tous les hôtels sont pleins. Est-ce que vous confirmez de votre côté que vous avez eu des records de fréquentation? Alors effectivement, je confirme tout à fait. Nous avons eu des records d'occupation. L'hôtel était complet tout au long de la compétition. Et nous avons été extrêmement heureux de recevoir des clients d'ici et d'ailleurs. Lansiné Bakayoko, on savait qu'on avait une attente en matière de nombre de touristes qui devaient venir en Côte d'Ivoire. C'était quoi les prévisions déjà à peu près? Les prévisions, les visiteurs, c'est... On a parlé entre 1 500 000 et 2 millions de visiteurs en Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les capacités hôtelières de la Côte d'Ivoire se sont fortement accrues. Parce que la question des hôteliers fait partie du grand bloc du tourisme. Et la Côte d'Ivoire a mis en place un programme qu'on appelle Sublime Côte d'Ivoire, un projet qui va coûter à peu près 3 200 milliards de francs CFA, donc 1 500 milliards supportés par l'État ivoirien et 1 700 milliards supportés par le privé. Et les privés sont déjà sur le chemin. L'hôtel Noum, qui est relativement récent, a consenti d'énormes investissements. Il y a d'autres hôtels comme Palmier, comme Diama, Pullman. Tous ces hôtels se sont rénovés et ont accru leur capacité en termes de services rendus et aussi en termes de commodité. Donc, évidemment, les hôtels étaient prêts pour accueillir tout ce monde. Et je pense que personne n'est resté dehors. Ouais. Alors, Édouard Marquet, vous êtes à la tête de Maison Palmier. C'est vous qui avez accueilli les éléphants durant cette compétition. Alors, vous imaginez bien qu'on se demande dans quel état d'esprit on est lorsqu'on est à la tête d'un établissement qui accueille les éléphants de Côte d'Ivoire dans les hauts et les bas. C'était quoi votre état d'esprit durant toute cette CAN, déjà? L'idée était de faire en sorte de servir au mieux l'équipe, de faire en sorte qu'il n'ait absolument aucun problème, que ce soit en termes de restauration ou d'hébergement, de façon à ce que rien ne vienne perturber leur entraînement, leur état d'esprit, qu'ils restent concentrés en fait sur leur mission. Et donc c'est veiller à ce que tout se passe pour le mieux. Voilà. Alors, il y a plusieurs établissements hôteliers de grande qualité en Côte d'Ivoire. Selon vous, quels sont les arguments que votre établissement a fait valoir pour pouvoir convaincre le staff de la FIF de faire accueillir par votre établissement les éléphants de Côte d'Ivoire? Alors, les avantages de la Maison Palmier par rapport aux autres acteurs, en tout cas en 5 étoiles à Abidjan, c'est le fait que ce soit un établissement qui soit relativement petit, par rapport à des acteurs comme le Pullman qui ont plus de 200 chambres. La Maison Palmier, c'est 72 chambres qui sont réparties en différents bâtiments dans une enceinte fermée. Donc il y a un aspect de sécurité qui a été un élément décisif. Et ensuite, c'était la qualité de l'infrastructure, la qualité de l'ameublement dans les chambres, de nos équipements, la qualité de la restauration également. Donc c'est la qualité de l'établissement et puis certaines caractéristiques techniques qui ont été décisives. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut rentrer dans les coulisses de votre expérience avec les éléphants? Est-ce que vous avez une pression particulière? On sait aussi que le Premier ministre est passé chez vous. Est-ce qu'il y avait des conférences de presse qui étaient autorisées sur place, comme dans certains grands hôtels? Alors, sur ces questions-là. Alors le séjour des éléphants en fait était essentiellement centré autour de la notion de vie privée, en fait, de privatisation de l'établissement. Donc on a reçu très peu de visites extérieures, en dehors de quelques visites officielles. Après
En termes de prestige, évidemment, c'est un client un peu particulier. En termes de contraintes et de qualité de service en fait, à rendre à nos clients, c'était dans la norme de ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Donc de ce point de vue, il n'y a pas eu de difficultés ou de contraintes particulières. C'était simplement un dossier un peu différent puisque nous étions privatisés, c'était nos seuls clients. Et puis on a vécu aussi un rythme un peu différent puisque nous n'avions plus en fait les allées et venues habituelles dans un hôtel. C'était des clients en fait en long séjour. Donc avec par exemple, si je prends ce qui a été véritablement différent, c'est notamment au niveau des repas du soir lorsque les matchs avaient lieu à 20h. On a d'habitude un service qui commence à 19h, donc nous on devait attendre le retour des joueurs, donc les équipes sont restées plus longtemps, mais ça c'est une adaptation qui s'est faite. Après globalement notre niveau d'exigence était le même que d'habitude. Voilà, et en essayant effectivement de garder la tête froide. Est-ce que vous avez une inquiétude particulière à partir du moment où la Côte d'Ivoire perd face à la Guinée équatoriale? Est-ce que vous vous dites qu'il y a des risques, qu'il faut renforcer la sécurité, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières que l'on prend? Oui, alors déjà on se pose la question de savoir si l'équipe va rester ou pas, en fait, quelle va être la suite. Déjà. Puisque déjà tout dépend, non pas du prochain match, mais des autres matchs des autres équipes. Donc il y a ce point d'interrogation. Et effectivement, oui, on a eu tout au long de la CAN un dispositif de sécurité supplémentaire autour de l'établissement, qui en l'occurrence ce soir-là a été renforcé. Les travailleurs chez vous, ils ont rencontré les joueurs, c'était un moment aussi particulier pour eux? Alors pour eux, oui, forcément, puisque vous avez une proximité avec les joueurs qui n'aurait pas été possible autrement. Ouais. Ça a été, comment dire, un moment très particulier pour tout le monde. Jean-Luc Baguidi, vous dirigez le prestigieux Neumotel au Plateau. Est-ce que vous aussi, vous avez reçu des équipes, des sélections chez vous? Alors, contrairement à mon homologue, M. Marquet, nous avons plutôt reçu des sponsors officiels. OK. Donc, nous avions 2 grands sponsors et qui sont donc restés avec nous tout au long de la compétition. Est-ce que vous notez concrètement que le mois de janvier a été un mois où il y a eu une augmentation de la fréquentation, c'est le terme que j'utilise, et vous dites du taux d'occupation, c'est le terme que vous utilisez, que je vais donc employer? Alors effectivement, Stéphane, on peut clairement dire que et la fréquentation et le taux d'occupation nettement cru. Hein, nous savons que la moyenne du marché tourne autour de 54%. Sachant qu'en début d'année, donc après les fêtes de fin d'année, on a une moyenne relativement basse, mais on note bien sur cette période-là, en tout cas sur le mois de janvier, qu'on a presque atteint les sommets de 100%. On était au-delà de 70% d'occupation, avec des pics réguliers à 100%. Et donc clairement, cette CAN a eu un impact positif sur l'activité hôtelière en général, je pense, sur tout le marché. Alors, vous avez reçu pendant ce mois-là quel type de clientèle? On sait que la Côte d'Ivoire est réputée pour être un pays du tourisme d'affaires. Là, on a peut-être un peu évolué. Vous me parlez de sponsors, donc dans tous les cas, ça reste toujours votre même positionnement. Quel type de clientèle vous avez reçu durant ce mois? Alors, notre clientèle habituelle est une clientèle d'affaires. Dans l'ensemble, nous avons continué à recevoir cette clientèle d'affaires, avec cependant beaucoup de visiteurs venus de la diaspora. De la plupart des nations qui ont participé à cette compétition majeure. Et donc, c'était vraiment un melting pot, un brassage de culture, un brassage donc une diversité d'origine qui a eu un impact majeur sur nos activités. Ouais. Question pour vous, Lansini Bakayoko. La CAN se joue également à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pensez que sur les autres villes en dehors d'Abidjan qui ont reçu également des compétitions de la CAN, est-ce qu'il y a des villes en particulier que vous considérez comme étant des villes qui pourraient porter également le développement touristique? Bien sûr, bien sûr. L'ensemble des villes, mais enfin, il faut en citer quelques-unes. Parce que la CAN est, si vous voulez, un produit d'appel pour ces villes. Il y a des villes comme la ville de Korogo, qui est une ville touristique majeure, qui certes est sans doute méconnue, mais qui aujourd'hui a permis de se mettre aujourd'hui à la lumière. On ne parle même pas de la ville balnéaire de San Pedro, où des espaces touristiques ont été aménagés, des circuits touristiques ont été bien agencés, qui permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'en faire une destination privilégiée et une destination commerciale.
La ville de Yamoussoukro, tout le monde le sait, c'est une ville historique, la ville du père de la nation, le père Félix Houphouët-Boigny, la ville où se trouve la basilique, où se trouve le lac Okaïma. Aujourd'hui, tout cela peut constituer des produits touristiques qui peuvent attirer les potentiels investisseurs et même des potentiels visiteurs. Il s'agit également de projeter l'image du pays. C'est vrai que le revenu, la rentabilité sont importants, mais il est primordial de faire en sorte que les visiteurs qui viennent soient satisfaits, que l'image qu'on donne du pays soit la meilleure, que l'image qu'on donne de la culture soit la meilleure, mais également le reflet de l'Afrique. Parce que c'est aussi la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, c'est de montrer que des événements internationaux peuvent être organisés et avec des professionnels du pays et d'ailleurs, comme ça se fait partout dans les grandes capitales. Merci Jean-Luc Baguidi. Avec vous, je vais conclure. Édouard Marquet, comment est-ce que vous envisagez l'après-CAN? Ça se passe comment? Est-ce que vous allez retrouver votre rythme habituel? Est-ce que vous avez eu le sentiment que la maison Palmier a grandi en notoriété? Si oui, comment est-ce que vous le savez? C'est quoi l'après-CAN? Alors, le fait que, oui, indéniablement, la maison Palmier était beaucoup plus exposée, elle a gagné en notoriété. Ouais. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsque j'ai l'occasion d'en parler, tout le monde connaît. Ce n'était pas encore le cas il y a ne serait-ce que 6 mois. Donc ça, oui, c'est très bénéfique. Après, donc, nous, juste immédiatement après la fin de la CAN, en fait, on a été complet tout de suite sur plusieurs jours. Aujourd'hui, on a encore un taux d'occupation qui est largement supérieur à celui de l'année dernière, en espérant que ça continue, puisque en fait, l'idée aussi, c'est de développer la maison Palmier. Et puis surtout, on a connu en fait une sorte de parenthèse dans notre mode de fonctionnement. On a tout de suite repris notre mode de fonctionnement habituel. L'idée, c'est de reprendre les bons réflexes et de garder notre réputation, de la faire grandir encore et de bénéficier à plein de cette exposition supplémentaire. Merci beaucoup. Édouard Marquet, Lanside Bakayoko, Jean-Luc Baguidi, merci infiniment. La CAN, c'était peut-être le divertissement, mais c'était aussi du business. Oui, il y a eu un impact économique et financier au niveau de tous les acteurs de la chaîne touristique en Côte d'Ivoire. Merci, chers invités. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de rentrée de Made in Africa. Rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro. Vous pouvez, vous le savez, retrouver cette émission sur notre site internet. C'est www.rti.ci ou sur l'application RTI mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur nos réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Merci à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur RTI 1 et Made in Africa. C'est reparti.